かけていた少女はお茶会に遅れないよう、もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。Le Japon est constellé de lieux à la sinistre réputation, qui, lorsqu'on s'y promène, vous font froid dans le dos, même avec l'esprit le plus rationnel qui soit. Tout le monde connaît Aokigahara, la forêt des suicides où l'on vient se pendre à l'ombre du mont Fuji. Beaucoup connaissent Suzugamori à Tokyo, où l'on exécutait criminels et chrétiens. Mais peu connaissent la sinistre falaise de Hosen Korogashi, dans la préfecture de Chiba. Dégringolant dans le Pacifique, elle fut durant des siècles le point de passage obligé entre l'océan et la baie de Tokyo pour les pêcheurs et les marchands qui allaient vendre leurs produits. Une route sinueuse et suspendue dans le vide tua des centaines d'infortunés voyageurs et un monument entretient toujours leur mémoire. De cette falaise abrupte, nombre d'âmes torturées se jetèrent dans le vide pour s'écraser sur les rochers tranchants, et de nos jours, le lieu est encore hanté par le souvenir des crimes atroces de Kurita Genzo. Ce tueur en série de la fin des années 40 et du début des années 50 a laissé son empreinte sanglante dans cette région, pourtant si paisible. Et bien que tous ces meurtres n'aient pas été commis en ces lieux, l'affaire gardera le nom de meurtre de Hosen Korogashi. Kurita Genzo est né le 3 novembre 1926 dans la préfecture d'Akita, dans le nord du Japon. Il est le troisième enfant d'une fratrie de 12 fils et grandit dans une famille très pauvre. Son père, malade et alcoolique, travaille comme pêcheur en rivière mais ne gagne sa vie que lorsqu'il n'est pas trop saoul pour se réveiller, ce qui, au fil des ans, devient de plus en plus courant. Sa mère, battue et humiliée par son père, tente d'élever et surtout de nourrir ses 12 fils en se débrouillant comme elle le peut. C'est une famille sans amour que celle dans laquelle grandit Kurita. Battu régulièrement par son père ivre et délaissé par sa mère, le petit Genzo est un enfant renfermé et taiseux qui souffre d'énurésie. Ce problème lui vaudra d'être moqué et maltraité par ses camarades de classe lorsqu'il entra à l'école primaire. Dès qu'il le peut, il se réfugie dans les montagnes et oublie même parfois de rentrer chez lui. Mauvais élève et handicapé par cette incontinence, sa scolarité sera de courte durée. Et, comme il était courant de le faire à cette époque, sa mère le plaça comme garçon de ferme à peine 10 ans. Le travail était dur et ses patrons sans pitié. Le petit garçon devait abattre chaque jour les mêmes tâches que ses collègues adultes et partager leur quotidien miséreux et violent. Moqué par les tâcherons pour son énurésie persistante, il trouve refuge dans une étrange amitié avec le plus âgé des employés. Un homme d'une 60aine d'années qui ne le juge pas pour cela et le prend sous son aile. C'est lui qui lui apprend à boire, lui parle des femmes en des termes peu élogieux et abuse de lui à maintes reprises. Mais, pour Kurita, c'est la première fois que quelqu'un s'intéresse à lui et ne le rejette pas. Il admire ce mentor qui lui raconte comment il faut battre les femmes pour les rendre dociles et les étrangler durant l'acte pour leur donner du plaisir. C'est aussi lui qui lui apprend à voler, ce qui lui vaudra d'être renvoyé de son travail et d'avoir affaire à la police pour la première fois. Il écumera les fermes et les usines de la région, perdant régulièrement ses emplois pour ses larcins et ses actes déplacés envers les femmes. À 19 ans, il se retrouve à moitié clochard, sans aucun contact avec sa famille et décide de s'engager dans l'armée. Il est enrôlé dans le 31e régiment et rejoint la ville de garnison de Hirosaki pour y faire ses classes. Mais une fois de plus, son problème d'énurésie, qu'il gardera jusqu'à sa mort, lui vaut d'être renvoyé de son régiment et il doit quitter l'armée. Entendant parler auprès de l'un de ses camarades d'une mine de charbon qui embauchait à Hokkaido, il s'y rendit à pied, se cachant dans un bateau pour franchir le détroit et s'y fit embaucher. Le travail était dur mais relativement bien payé et Kurita s'y sentit à l'aise. Il dépensait sa paye dans les tavernes et les maisons closes qui appartenaient à la compagnie minière et, très vite, se fit la réputation justifiée d'un homme violent. C'est une énième bagarre avec un collègue mineur qui lui vit signifier son renvoi. En 1946, à 20 ans, il se retrouve à nouveau sans travail et sans argent. Il va quitter Hokkaido et descendre vers Tokyo, espérant y trouver meilleure fortune. Son périple le conduira dans la préfecture de Chiba, de l'autre côté de la baie de Tokyo, où il rencontrera un courtier en riz qui lui donnera du travail. Au sortir de la guerre, l'alimentation de base est étroitement surveillée et contrôlée par le gouvernement,
et tout ce qui ne relève pas du rationnement d'État est contrôlé par la mafia. Désorganisés après 5 ans de guerre et de chaos, les Yakuza tentent de remettre leur organisation sur pied et gèrent déjà une bonne partie du marché du riz. Le nouveau patron de Kolita travaille pour cette organisation et très vite y introduira le jeune homme. On lui donnera vite le surnom de Hayabusa no Gen, Gen le faucon, à cause de sa rapidité à fondre sur le premier qui le contrariait. Très rapidement, il va gérer son propre comptoir, mais après quelques semaines seulement, il sera arrêté par la police militaire pour viol sur la législation alimentaire et le contrôle des prix, vendant un riz de mauvaise qualité à un prix prohibitif, souvent issu de stocks militaires volés. Il sera condamné à 1 an de prison. Déjà très robuste après son enfance laborieuse et son passage par les mines de charbon, il s'entraîne chaque jour en prison et déclenche des bagarres à répétition. Fort de son expérience mafieuse, même de courte durée, il organise un petit trafic dans cette prison désorganisée d'après-guerre et, dès sa sortie, retrouve sa place au sein de l'organisation criminelle. Très vite, il va occuper un poste important au sein du groupe mafieux Sobe. C'est à cette époque qu'il va rencontrer Hoko, une séduisante jeune femme qui fréquente régulièrement son comptoir de vente. Très différents par leurs origines, leur éducation et bien d'autres choses, les deux contraires s'attirent et se fiancent après quelques mois de relation. Mais Kurita, peu habitué à la frustration et à l'honnêteté, entretenait une relation avec une amie de Hoko qui venait parfois faire les courses pour elle et qui, elle, n'était pas dupe de qui était réellement Gen le faucon. Elle était attirée par son côté mauvais garçon. Yoko, puisque c'était son nom, tombera enceinte de ses œuvres et Kurita devra lui promettre le mariage à elle aussi. Mais les échéances approchant, il devint nerveux et se mit à boire plus que d'habitude. Soucieux d'éloigner une de ses fiancées de lui, il se mit à les battre régulièrement et à leur demander des rapports violents qu'il pratiquait par la force si elle refusait. Malgré cela, Hoko et Yoko restaient amoureuses du jeune gangster et comptaient bien l'épouser. Alors, un soir de février 1948, il emmena Yoko se promener sur la plage de Haracho, près de Shizuoka, et prétextant vouloir l'embrasser pour goûter leur bonheur conjugal à venir, l'étrangla et enterra son corps sous une dune. Le lendemain, il alla trouver Hoko et lui dit qu'il avait une chose importante à lui dire. Ils se retrouvèrent en fin d'après-midi dans un petit bois de pin près de la plage de Haracho, où ils avaient l'habitude de venir se promener. Là, il lui avoua sa relation avec Yoko, ce qui l'a mis dans une colère noire. Mais la maîtrisant, il lui dit que c'est elle qu'il aimait et allait épouser, puis il lui avoua son crime, gage pour lui de son véritable amour. Hoko, horrifié, lui dit d'aller se livrer à la police où c'est elle qui le ferait. Devant son refus et la colère qui montait, elle lui dit qu'il serait plus honorable pour lui de se suicider, mais, enragé par cette femme qui lui tenait tête, il lui brisa la nuque et, craignant qu'elle ne soit pas morte, l'étrangla avec rage. Puis, comme la veille, il enterra le corps de Hoko près de celui de Yoko, sur la plage de Haracho. Quelques jours plus tard, suite à un des nombreux vols de riz pour alimenter son commerce, Kurita vit débarquer 3 membres d'un gang rival qui réclamèrent la restitution de la marchandise volée. Bien entendu, il refusa et nia tout en bloc. Une terrible bagarre éclata et Kurita se défit de ses 3 agresseurs à coups de couteau, en laissant un au sol et blessant grièvement les 2 autres. Fort heureusement pour lui, aucun d'entre eux ne succomba à ses blessures et Kurita fut arrêté puis inculpé pour coups et blessures volontaires avec armes, vol et association de malfaiteurs, mais, devant le côté mafieux de l'histoire, le juge ne le condamna qu'à 2 ans de prison. De retour en incarcération, il retrouva ses habitudes et tenta de s'imposer comme il le fit lors de sa première visite. Mais la réorganisation du système carcéral japonais fit qu'il fut vite repéré et isolé par les gardiens. Dès lors, il se montra ultra-violent envers eux, mais aussi envers ses codétenus qu'il frappait au premier regard de travers. Il fit plusieurs séjours en cellules d'isolement qui le conduisirent aux limites de la folie, tant son addiction à l'alcool, aux femmes et surtout au pouvoir le frustrait à l'extrême. Il ressortit brisé de son dernier séjour à l'isolement, tant moralement que physiquement. Dès lors, il se tint à carreau et simula même la résignation. Cette comédie leurra le juge des libertés qui le libéra pour bonne conduite un peu plus d'1 an après sa condamnation. Le faucon était libre et affamé. En prison, frustré et brimé, il dit avoir eu des hallucinations et des visions morbides.
Des femmes ensanglantées qui se penchaient sur lui et l'embrassaient, des enfants morts qui se couchaient à côté de lui dans une tombe remplie d'eau glacée. Après l'incident qui le conduisit en prison, le gang de Sobo ne lui fit plus confiance et il en fut banni. Sans argent et rejeté par ses anciens complices et amis, il se mit à traîner avec le bas du panier de la pègre locale, se mit à boire plus qu'à son habitude et se livra à de petits larcins pour survivre. En janvier 1950, ivre-mort, il pénétra avec grand fracas dans un comptoir de vente d'alcool pour y dérober des bouteilles de Nihonshu. Une patrouille l'appréhenda et ce fut retour à la case prison pour Kurita. Cette fois, il écopa de 18 mois ferme, mais c'est ce séjour qui le fit définitivement basculer. Toujours atteint d'énurésie, phénomène qui s'accentuait en période de stress, il fut moqué par ses codétenus et ses gardiens. Connu pour sa violence, il fut maintenu en isolement le plus souvent possible et passé à tabac par des gardiens qu'il avait frappés lors de sa précédente incarcération. Il plongea un peu plus dans la démence jour après jour. Ses visions morbides le hantaient chaque nuit et il perdit le sommeil, craignant de les voir réapparaître. Bientôt, ce furent des voix qu'il dit avoir entendues. Il demanda à voir un médecin à plusieurs reprises, mais en guise de traitement, ne reçut que des coups de matraque et des jets d'eau froide. Il purgea sa peine jusqu'au bout et sortit début août 1951. Sans un sou et totalement désorienté, il tenta de se rapprocher de ses anciens amis, mais ceux-ci lui firent comprendre, violemment, qu'il ne souhaitait plus avoir affaire à lui. Ayant reçu des menaces de mort de ses anciens complices, il dut s'éloigner un peu et fit route vers le nord, vers la préfecture de Tochigi au-dessus de Tokyo. Affamé, plein de colère et de rage et totalement désargenté, il décida d'utiliser ses talents et choisit une maison, totalement au hasard, sur sa route, dans une petite ville de Shimotsuga. Nous sommes le 8 août 1951. C'était une petite maison ordinaire en bois avec un toit de tôle propre et une petite entrée surélevée. Un peu à l'écart des autres habitations, la demeure était silencieuse et, après une brève vérification, Kurita s'aperçut que la fenêtre de derrière n'était pas verrouillée. Il se hissa dans lui et pénétra dans une petite pièce mal éclairée. En sautant précautionneusement, il retomba sur une forme molle, un phteon. Il y avait assez de lumière pour qu'il y distingue une forme humaine. Une jeune femme de 24 ans y dormait profondément, son bébé à ses côtés. Ses visions de cauchemar lui revinrent violemment et il s'arrêta quelques instants devant eux, le regard vide. Puis, sans bruit, il sortit de la pièce, arrivant dans la cuisine attenante. Il prit un morceau de poisson fumé dans un garde-manger qu'il dévora, puis mangea, sans bruit, du riz à même le chaudron. Ce faisant, il aperçut un long couteau dont il se saisit. La scène lui traversa l'esprit. Un bain de sang, des cris, et lui qui possédait cette femme pendant son sommeil. Il revint vers la chambre, toujours sans bruit, s'agenouilla à côté de la femme endormie, lui posa la main gauche sur la bouche et, de la droite, la frappa violemment à l'abdomen avec son couteau. La victime émit un râle mais ne put pas crier. Il la frappa à nouveau encore et encore jusqu'à ce que toute trace de vie l'ait quitté. Le bébé dormait toujours. Kurita découpa la chemise tachée de sang de la jeune victime et, plantant son couteau entre elle et son bébé, viola son corps une première fois. Puis il se mit en quête de butin et fouilla silencieusement la chambre, la cuisine et une petite pièce qui servait de bureau, débarras. Il y trouva une petite somme d'argent en espèces, quelques bijoux sans grande valeur, 2 bouteilles d'alcool de riz et des cigarettes. Il emballa le tout, y ajoutant le long couteau à poisson dans un linge et revint dans la chambre. Il viola la dépouille de sa malheureuse victime une seconde fois, puis récupéra le fruit de son larcin et ressortit par la fenêtre. 1 heure plus tard, le bébé se réveilla et se mit à pleurer, alertant les voisins qui découvrirent le sinistre spectacle. La police criminelle d'Oyama, la grande ville la plus proche, arriva rapidement et releva des empreintes digitales un peu partout, sur le corps de la victime et sur la scène de crime. Mais ils ne croisèrent pas leurs fichiers, alors encore sur fiche papier, avec la police de Tokyo et Kurita s'en tira. Le meurtrier, écumant toujours les routes car sans revenu et sans logement, se rendait compte que son acte atroce avait réveillé chez lui un sentiment nouveau, plus fort que celui qu'il ressentait à l'époque où il avait de l'argent, des maîtresses et un relatif pouvoir hiérarchique. Cette fois, il avait eu tout pouvoir sur sa victime, y compris celui de laisser la vie au bébé. Suite à ce déchaînement de violence, ses crises d'énurésie s'étaient calmées, ses cauchemars aussi.
Il savait qu'il lui faudrait continuer s'il voulait se sentir mieux. Il passa la fin de l'été et le début de l'automne 1951 à sillonner les routes de la préfecture de Chiba, à l'est de Tokyo, de l'autre côté de la baie, vivant de vols à la tire et de petits cambriolages. Ses pas l'avaient conduit aux alentours de la falaise de Hosen-Korogashi, mur de roches à pic et meurtriers que longeait la route nationale et commerciale conduisant vers la capitale. Escarpée et dangereuse, de nombreux monuments saluaient les disparus, victimes d'accidents, mais aussi les âmes en peine venues en masse se précipiter dans les rouleaux meurtriers du Pacifique. Kurita aimait cet endroit, pas tant pour la beauté des paysages que, pour, disait-il, ressentir la souffrance des âmes tourmentées. Grâce à ses larcins réguliers, il logeait maintenant dans une auberge bon marché aux abords de la petite ville de Kominato et essayait de se refaire des contacts dans la pègre locale en leur vendant à bon prix les objets qu'il volait. Mais son caractère emporté et violent, ainsi que ses discours décousus, effrayaient les voyous du coin qui le fréquentaient le moins possible. Sa routine le conduisait souvent à la station de train d'Okitsu, petite station rurale et tranquille fréquentée par les familles des environs. Il y repérait les habitudes des usagers et fantasmait des scénarios morbides. L'objet de toutes ses attentions était une jeune femme et ses 3 enfants, mariée à un représentant de commerce et qui l'accompagnait tous les lundis prendre son train, lui faire au revoir sur le quai et rentrer chez elle avec sa progéniture. Il les avait suivis à de nombreuses reprises et constatait qu'ils vivaient dans une belle maison dans laquelle il comptait bien trouver de quoi vivre confortablement quelques mois. Plus il suivait la jeune ménagère, enceinte de 8 mois, plus il imaginait sa fin, violente bien sûr. Le 10 octobre 1951, le tenancier de l'auberge dans laquelle Kurita vivait lui demanda son compte pour la semaine en cours. Mais sa bourse était vide et il promit au commerçant de lui régler sa semaine et une d'avance, le lendemain matin. Aux abois, il savait qu'il lui fallait passer à l'action. Il se rendit à la station Okitsu, vêtu d'un costume de pêcheur pour passer inaperçu, car il savait que ce jour-là, la jeune femme accompagnerait son époux prendre un train du soir pour Tateyama, comme tous les mercredis. Il l'attendit sur un banc face à l'entrée principale, légèrement dissimulée par des buissons. Comme prévu, la jeune femme et son mari arrivèrent aux alentours de 21h, mais à sa grande surprise, leurs 3 enfants les accompagnaient. Lorsque l'époux fut parti, Kurita enfourcha son vélo, ajusta son chapeau de paille et pédala jusqu'à la gare. La jeune femme, gênée par sa grossesse avancée, installait sa fille la plus jeune, tout juste âgée de 2 ans, sur le porte-bagages de son vélo alors que sa fille aînée, âgée de 7 ans, tentait de hisser son petit frère de 5 ans sur son petit vélo. Kurita leur proposa, prenant un faux air gêné et serviable, de prendre les enfants sur son porte-bagages pour soulager la jeune et future maman et de les accompagner un bout de chemin. Il mit les 2 enfants les plus grands sur son vélo et hissa la petite fille sur ses épaules. Il prétendit habiter non loin de la maison du colporteur et la jeune femme, timide mais soulagée, accepta. Ils cheminèrent un moment et longèrent une partie de la falaise de Hosen-Korogashi. Au milieu du passage escarpé, proche du monument aux morts, il y avait un petit abri couvert pour les voyageurs fatigués, à 2 mètres à peine du vide. Kurita demanda de s'y reposer un instant. Bien entendu, la jeune mère accepta, ayant elle-même besoin de faire une pause. À peine assis sur le petit banc, l'homme mit sa main sur la cuisse de la jeune femme de 29 ans et l'embrassa par surprise. Elle le repoussa et se leva d'un bond en l'insultant. Ivre de colère qu'on osa lui résister, Kurita la menaça avec son couteau, sorti instantanément de sa besace. « Si vous criez ou vous débattez, je saigne vos enfants et vous après, lui dit l'homme aux yeux injectés de sang. Mais la femme lança un appel au secours étouffé, et, la regardant, il la prit fermement par le cou et lui dit qu'il allait lui montrer qu'il ne plaisantait pas. Le petit garçon de 5 ans s'était assoupi sur le porte-bagages du meurtrier. Kurita attrapa le vélo à pleine main, maintenant le garçonnet contre la selle et le jeta du haut de la falaise. Le malheureux alla s'écraser 30 mètres plus bas, sur les arêtes tranchantes des pierres volcaniques battues par les flots. La femme, en sanglots et frappée de stupeur, lui demanda d'arrêter et lui promit de faire ce qu'il voulait. Les 2 fillettes s'étaient réveillées et commençaient elles aussi à pleurer, demandant ce qui se passait. Kurita essaya de glisser sa main sous la jupe de la jeune mère, mais celle-ci eut un mouvement de recul. L'assassin émit un râle bestial et attrapa la fille aînée par les cheveux, la traîna au bord du précipice. Il regarda la mère qui avait pris sa petite fille de 2 ans dans ses bras
et lui dit que ce qui allait se passer était de sa faute. Puis, d'un violent coup de pied, il précipita l'enfant dans le vide. Elle s'écrasa elle aussi, sans vie, près du corps de son jeune frère. L'homme revint vers la femme terrorisée qui serrait son enfant dans ses bras. Il se tint droit devant elle et lui demanda si elle était prête à se soumettre, sinon, il enverrait son dernier enfant rejoindre les autres. Résignée, elle le laissa faire et Kolita la déshabilla puis la viola devant la petite fille en pleurs. Agacée par les cris de l'enfant, Kolita s'interrompit, se releva et envoya un violent coup de pied dans la petite qui roula et, tentant de s'accrocher à un arbuste, bascula et tomba dans le vide. Par miracle, elle tomba inconsciente mais fut retenue par une corniche herbeuse 2 mètres plus bas. L'homme continua sa sinistre besogne et viola la malheureuse à plusieurs reprises. Vers 1 heure du matin, fatigué et affamé, il se lassa, et se plaçant sur la jeune mère enceinte, nue et en sanglots, il l'embrassa sur le front et l'étrangla. Puis il traîna son corps jusqu'à la falaise et la jeta. Ce faisant, il aperçut la petite fille sur la corniche, se glissant jusqu'à elle, il l'attrapa et prit un chemin qui menait en bas de la falaise. Il marcha jusqu'au corps sans vie des 2 enfants, posa l'enfant inconsciente mais vivante sur les rochers, puis tira le garçon par les pieds pour le mettre sur le corps de sa sœur. Puis, il entassa la plus jeune sur les 2 autres, attrapa un galet et la frappa violemment à la tête. Ensuite, il remonta, empaqueta les vêtements de la mère, mit son argent dans sa poche et enfourcha son vélo. Il se rendit au domicile du colporteur en voyage d'affaires, ouvrit la porte grâce au trousseau trouvé dans le sac de sa victime et pilla la maison de tous ses objets de valeur, bijoux et argent liquide, puis il rentra à son auberge, régla ses 2 semaines de pension et alla se coucher. Le lendemain matin, un pêcheur qui allait vendre son poisson à Cominato passa sur la route de la Corniche et alerta immédiatement la police. Étant donné l'ordonnancement des corps, la nudité de la jeune femme et les traces de strangulation, une enquête pour meurtre fut ouverte et la brigade criminelle de Tokyo fut appelée en renfort. La petite fille était vivante. Elle souffrait de sévères traumatismes crâniens et de fractures multiples, mais elle vivait. La police ne put cependant compter sur son témoignage. En revanche, elle releva des empreintes digitales sur le vélo et, en les comparant avec celles déjà en leur possession, le nom de Kolita Genzo revint à la surface. Le lendemain de son forfait, il se rendit chez un receleur de sa connaissance et lui vendit les objets volés la veille. Il en tira une très belle somme qui, avec les espèces trouvées dans la maison du couple, lui assurait quelques mois confortables. Il s'acheta une chemise et un pantalon neuf, se fit couper les cheveux et alla passer la nuit dans un cabaret de la ville, buvant une partie de son butin. Il y fit la connaissance d'une jeune femme qu'il avait repérée dans la soirée alors qu'elle soulageait discrètement les clients de leur porte-monnaie. Il lui demanda de boire un verre avec lui en échange de son silence. Quelques jours plus tard, tombés éperdument amoureux l'un de l'autre, les 2 tourtereaux s'installaient chez la jeune femme, à Kemigawa, qui vivait avec son frère et 2 amis de la famille, eux aussi dans la rapine. Kolita raconta son passé chez les Yakuza, embellissant la réalité et rappelant son surnom, Hayabusa no Gen, Gen le Faucon. Par la menace et l'intimidation du groupe, il prit la tête de cette petite troupe du crime qui s'engagea dans une vaste entreprise de cambriolage, de vols à la tire et autres extorsions à la petite semaine. La police eut au fait d'entendre parler de cette bande sans toutefois identifier son meneur. Le 13 janvier 1952, Kolita se rendit dans une belle maison des environs qu'il avait repérée depuis des semaines. Y vivait une veuve de guerre de 63 ans et sa nièce de 24 ans, dont elle s'occupait depuis la guerre et la mort de ses parents. Le Faucon avait repéré la jeune femme pour sa grande beauté et sa grâce. Il avait tout d'abord envisagé de l'agresser sexuellement au coin d'un bois, mais en la suivant, il avait repéré sa maison, sa riche tente et leur demeure remplie de choses de valeur. Il savait qu'elles allaient en ville chaque matin pour faire leurs courses, manger dans une échoppe du Shotengai, la grande rue commerçante, et rentraient en fin d'après-midi. Il profita de l'absence des 2 femmes pour forcer le mécanisme d'une porte, à l'arrière de la maison, et faire un repérage des lieux. Il aurait pu cambrioler la maison et repartir, mais son instinct de mort et de domination le rappelait à sa condition. Il prit un long couteau à poisson, effilé et tranchant, et s'installa dans une chambre, une bouteille d'alcool de riz comme complice. Vers 17h, la porte d'entrée s'ouvrit et les 2 femmes entrèrent en riant et parlant fort. Kolita cacha la bouteille vide et se cacha, lui, derrière un paravent. Une femme entra en faisant coulisser la porte, puis la claqua. Elle alluma la lumière et commença à retirer son manteau pour le ranger sur un cintre, mais, se glissant silencieusement derrière elle, Kolita lui mit la main gauche sur la bouche et, de la droite,
lui enfonça les 30 cm de sa lame dans le ventre. Il la frappa à l'abdomen à de multiples reprises jusqu'à ce que la pauvre femme s'écroule, morte. Les tatamis verts étaient couverts de sang et Colita en était maculée, des pieds aux épaules. Il tira le corps de sa victime jusqu'à son pheton et l'y installa, assise contre le mur, face à la porte. Puis il lui ligota les mains et les pieds avec du ruban trouvé sur place. Il lui ouvrit grand les yeux et lui murmura « Regarde, vieille femme, le spectacle va commencer. » Il fit glisser la porte de la chambre et traversa la cuisine. Il savait que la chambre de la jeune femme était juste en face. En collant son oreille à la porte, il l'entendit chantonner. Elle n'avait rien entendu. Coulissant violemment la porte, il entra d'un bond dans la pièce, couteau à la main et sourire dément. Il savait que son entrée terroriserait la jeune femme et c'est ce qu'il voulait. C'est cette terreur dans les yeux de ses victimes qui le nourrissait. À la vue de cet homme ensanglanté au rictus carnassier et aux yeux déments, la jeune femme se mit à crier. Colita lui asséna un violent coup de poing en plein visage, lui brisant le nez et la pommette. Sonnée, la pauvre fille tomba à terre, le visage plein de sang. Le meurtrier s'agenouilla près d'elle et souleva sa jupe. Mais elle eut un mouvement de recul et se tourna de l'autre côté. Il se releva et lui donna un violent coup de pied dans le dos, puis un second dans la tête. La jeune femme perdit connaissance. Il chercha des liens dans la cuisine et trouva de la ficelle épaisse que les deux femmes utilisaient pour le jardin. Il déshabilla sa victime, la ligota et la viola. La violence de l'acte réveilla la malheureuse qui ne put que subir son supplice sans pouvoir bouger. Retrouvant ses esprits, elle réunit toutes ses forces dans un cri. Colita courut dans la salle de bain, attrapa une grande serviette, la roula et la passa autour du cou de la pauvre femme. Il l'étrangla et se coucha à ses côtés, puis il viola son cadavre. Il passera toute la soirée et toute la nuit dans la maison, mangeant et buvant, pillant bijoux, vêtements, argent liquide et objets de valeur, mais aussi violant la dépouille de la jeune femme à de multiples reprises. Au petit matin, il quitta les lieux et rentra dans le repère de sa bande. Il fallut 2 jours pour que le massacre des 2 femmes soit découvert. N'ayant pas d'autres familles, personne ne s'inquiéta de leur sort. Il fallut un voisin, habitué à voir passer la jeune femme et sa tante et inquiet de voir porte close pour alerter la police. C'est une petite brigade locale qui prit l'affaire en main, pensant tout d'abord à un crime de rôdeur, constatant les vols évidents commis au domicile. Un vagabond de la région fut arrêté et placé en détention le jour même, accusé du meurtre sur la seule suspicion de sa présence dans le voisinage. Mais après une prise d'empreinte et une comparaison avec celle de la brigade criminelle en charge d'autres affaires récentes, le recoupement fut fait et le nom de Colita réapparut et s'imposa aux enquêteurs comme une évidence. Le 16 janvier, la police criminelle cueillit Hayabusa no Gen dans son repère et il fut immédiatement placé sous mandat de dépôt. Il commença par tout nier en bloc, mais sous le poids des preuves matérielles, il dut se rendre à l'évidence. Son épopée meurtrière s'arrêtait là. En plus des empreintes digitales trouvées sur chaque scène de crime, la police retrouva des effets appartenant aux victimes ainsi que le couteau encore ensanglanté ayant servi à son dernier méfait. Présenté à un juge, il sera mis en examen pour vol aggravé, meurtre et viol dès le 17 février. Dès son incarcération, la violence de Colita se retourna contre lui. Conscient de la peine qui l'attendait, il commença à s'infliger de graves blessures et à se taper la tête contre les murs, balbutiant des phrases complètement incompréhensibles et, énurésie récurrente oblige, urinant dans sa cellule et sur lui. Le 12 août 1952, la haute cour du district de Chiba le condamna à mort pour le meurtre de la tante et de sa nièce, puis un second procès fut délocalisé dans la préfecture de Tochigi, où la haute cour de Utsunomiya l'accusait du meurtre de la mère de famille et de ses enfants, et le soupçonnait de celui de ses 2 anciennes compagnes ainsi que de la jeune maman. L'instruction dura 1 an et Colita plaida la folie. Malgré plusieurs expertises psychiatriques contradictoires qui lui trouvèrent différentes pathologies, la cour ne retint pas l'altération du jugement au moment des faits, et, le 21 décembre 1953, il fut à nouveau condamné à mort pour 6 meurtres et actes de barbarie. C'était la première fois dans l'histoire judiciaire japonaise moderne qu'une double condamnation à mort était prononcée. Un appel fut tenté, mais la double condamnation fut confirmée le 21 octobre 1954. Il fut transféré à la prison de Miyagi, dans le couloir de la mort. C'est là que ses crises de violence redoublèrent, il s'infligeait des blessures de plus en plus sérieuses en hurlant qu'il ne voulait pas mourir. En 1956, ayant réussi à briser un miroir avec sa tête, il se trancha profondément le cou et les poignets avec les éclats de verre et passa quelques semaines en infirmerie carcérale.
Un journaliste qui avait couvert l'affaire et les procès eut vent de ces automutilations et de la violence de Kurita en prison. Son article sur l'irrécupérabilité de l'individu servit de support aux magistrats qui défendaient le maintien de la peine de mort à une époque où un sentiment abolitionniste émergeait au Japon. Le 10 mai 1956, ce fut le cas Kurita qui fit pencher la balance pour un maintien de la peine capitale. Considéré comme un danger pour lui-même, il fut placé en contention pour ne pas se substituer à la sentence. Il fut pendu le 14 octobre 1959 à la prison de Miyagi. Au fil des ans, son nom est sorti des mémoires et son histoire oubliée. Mais un monument dressé le long de l'ancienne route, sur les falaises meurtrières de Hosen-Korogashi, rappelle la mémoire de ces 8 victimes innocentes. Si vous passez par la région de Chiba, prenez la ligne Sotobo jusqu'à la station Gyokawa, marchez quelques centaines de mètres vers les falaises, et avant d'admirer la splendeur du paysage, inclinez-vous sur le mémorial des victimes de Hosen-Korogashi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui, je l'espère, vous aura intéressé et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. A très bientôt pour de nouvelles histoires de crimes. Si vous avez aimé, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche pour être mis au courant des nouvelles sorties. Partagez mes contenus s'il vous plaît et laissez-moi vos commentaires. Matane.